Démission du président de la Cour suprême nigériane. Elle intervient après une longue polémique sur son procès pour corruption. Une vague de froid a frappé la Tunisie en fin de semaine. Elle a causé la mort de 2 personnes. Puis lutte contre les traversées clandestines. Un centre conjoint d'information et de coordination franco-britannique a été inauguré. Le président français entame ce dimanche un séjour de 3 jours en Égypte. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un renforcement du partenariat stratégique entre la France et l'Égypte. Ce déplacement au Caire est l'un des rares à l'étranger qu'effectue en ce début d'année Emmanuel Macron, qui se concentre depuis plus de 2 mois sur la crise sociale des Gilets jaunes. Il entamera sa visite par l'un des sites emblématiques du pays, les temples d'Abou Simbel dans l'extrême sud. Accompagné de son épouse Brigitte, il visitera ces 2 temples taillés sous le règne de Ramsès II pour célébrer le 50e anniversaire de leur sauvetage historique afin d'éviter leur inondation par le Nil. Lundi, le chef de l'État français sera reçu au palais présidentiel par son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Les 2 hommes discuteront de la lutte antiterroriste et des crises régionales. Une trentaine d'accords ou de contrats devraient être signés pour un montant de plusieurs centaines de millions d'euros, notamment dans les domaines des transports, des énergies renouvelables, de la santé ou encore de l'agroalimentaire. Une 50aine de patrons français seront d'ailleurs présents au Caire. Après son départ du Caire mardi, Emmanuel Macron fera une escale de quelques heures à Chypre pour le sommet Med 7 des pays du sud de l'Union européenne. Des recherches sont en cours pour retrouver le corps d'une femme dont la voiture a été emportée par les flots d'une rivière en crue, a indiqué le ministère tunisien sans préciser le lieu de l'incident. Âgé de 40 ans, un homme souffrant de troubles mentaux a été retrouvé mort vendredi matin après avoir passé la nuit dehors dans la région de Yandouba, dans le nord-ouest du pays, selon la radio Mosaïque. Plusieurs localités sont sans électricité et de nombreuses routes sont coupées dans les zones du Kef, Yandouba, Siliana dans le nord-ouest et Castraïno au centre-ouest. La neige s'élève parfois à plusieurs dizaines de centimètres du sol. Plus de 100 personnes bloquées dans leur voiture ont été transportées vers des hébergements d'urgence. Une centaine de personnes isolées par les crues ont été évacuées et sauvées des eaux de justesse, selon le ministère de l'Intérieur. Le pays était également en alerte depuis mercredi en raison d'importantes averses. Il est tombé jusqu'à 80 mm dans la région montagneuse d'Ain Draham, près de la frontière algérienne, ces dernières 24 heures, selon l'Institut tunisien de météorologie, qui prévoit la poursuite des orages et des chutes de neige sur la hauteur du pays jusqu'à samedi après-midi. Le président Bouhari suspend Walter Samuel Nkanou Onongen de son poste de plus haut magistrat du pays. C'est ce qu'a annoncé sur Twitter Bachir Ahmad, l'un des porte-parole de la présidence nigériane, qui précise que le chef de l'État a nommé un président de la Cour suprême par intérim en la personne d'Ibrahim Tanko Mohamed. Ce dernier est originaire du nord du pays, tout comme le président Muhammadu Bouhari. Toujours selon le porte-parole de la présidence, le chef de l'État a agi sur ordre du tribunal du Code de conduite. Ce tribunal créé spécialement pour juger les questions éthiques planchait sur le sort de Walter Samuel Nkanou Onongen, à qui il est reproché de n'avoir pas déclaré plusieurs comptes bancaires en dollars, euros et livres sterling. Cette affaire fait grand bruit au Nigeria à moins d'1 mois des élections générales. L'opposition a accusé le gouvernement de vouloir se débarrasser du juge suprême, alors que la Cour suprême est compétente pour régler les éventuels litiges liés au scrutin. Selon la constitution nigériane, le président ne peut renvoyer le plus haut magistrat qu'avec l'approbation des 2 tiers du Sénat.
Dans ce cas précis, Walter Samuel Nkanou Onongen n'a pas été renvoyé, mais suspendu par Mohamedou Bouhari, candidat à un deuxième mandat. À moins de 2 ans de la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, tient son premier congrès à Abidjan, au cours duquel ses statuts et ses instances définitives seront mises en place. Chers congressistes, nous sommes réunis ce jour pour achever la mise en place d'un projet politique, la création de notre parti, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Ce congrès est l'aboutissement d'un processus entamé depuis 2005. En effet, cette coalition nous a permis d'accéder au pouvoir et de nous y maintenir, de gagner toutes les élections, d'impulser le développement. C'est fort de ce succès que nous avons décidé de proposer à la Côte d'Ivoire un nouveau contrat social, transformer le RHDP en parti politique. Il ne s'agit pas d'effacer le passé. Il s'agit au contraire de s'appuyer sur le travail accompli pour regarder confiant l'avenir. Plusieurs milliers de militants se sont réunis au Palais des Sports de Treichville, une commune populaire d'Abidjan, pour ce qui constitue le véritable lancement du nouveau parti que ses dirigeants avaient mis sur pied lors d'un congrès constitutif en juillet 2018. Mais tout nouveau parti a pour ambition de conquérir le pouvoir et nous y croyons. Nous y croyons fermement et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, mettre tous les atouts de notre côté pour pouvoir avoir ce pouvoir quand même. Ce nouveau parti unifié, voulu par le président ivoirien Alassane Ouattara, rassemble sa formation, le Rassemblement des Républicains, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, 6 députés et des personnalités d'autres partis. Une ambiance festive a raison. Présentation des vœux du Nouvel An. Le 3e délégué général de l'USL, l'Union sociale libérale, a tenu avec ses militants à la base à sacrifier à la tradition avant la fin du mois de janvier. Le dernier week-end du mois choisi donc à propos. Avant tout propos, permettez-moi d'adresser mes chaleureuses félicitations au président Sébastien Germain Adjavon pour son courage et sa détermination à œuvrer aux côtés du peuple. C'est toujours pour moi un réel plaisir de me retrouver devant vous pour sacrifier à ce traditionnel rendez-vous de donner et de recevoir. Plus qu'un souhait, je prie le Tout-Puissant de vous accorder une santé divine, la prospérité de l'âme. Laissons derrière nous toute amertume, mécontentement, rancœur et querelles intestines pour faire face à cet avenir radieux, prometteur de toutes belles choses. Aux militants, toutes tendances confondues, de lui retourner l'appareil. Que ces vœux les meilleurs soient couronnés de succès. Je ne saurais présenter les vœux en ce jour sans avoir une pensée pour le président d'honneur du parti USL, son Excellence Sébastien Germain Adjavon. Forcé à l'exil, nous ne cesserons de prier pour lui afin qu'il retrouve ses droits constitutionnels. Au nom de Dieu, il va revenir nous voir sains et saufs. Un moment de communion, mais aussi de grande solennité que n'aura pas boudé l'opposition réunie au sein de l'USL. Au nom
du Bureau national de l'USL et de toutes les forces alliées de l'opposition, je vous présente tous les bons vœux de bonne et heureuse année 2019. Que cette année soit une année de paix et de concorde pour chacun et pour notre pays. Que nos convictions ne s'émoussent jamais. Pour que nous réussissions les changements qui s'imposent à la tête de notre pays dès le 28 avril 2019. La surprise de l'événement du jour a été l'intervention du président d'honneur de l'USL, Sébastien Adjavon. Formulant ses vœux, il appellera à l'unicité des voix pour relever en son temps le principal défi de 2019. Il est nécessaire que diverses forces, pas simplement que des Africains, puissent s'exprimer sur cette question. Et d'ailleurs, on a frappé juste en pariant sur cet aspect. C'est que bon nombre de personnes qui, quand des Africains parlent, étaient gênées à l'intérieur du continent. Certaines personnes étaient gênées par notre combat politique vis-à-vis de la France-Afrique et du franc CFA. Mais dès lors qu'ils ont entendu Luigi Di Maio parler, ils se sont tous exclamés. Et ils sont en train de redescendre en pression lorsqu'ils apprennent que nous sommes derrière ce travail diplomatique qui a permis cela. Et c'est la preuve aussi que parfois, l'Africain est tellement aliéné qu'il a besoin que le blanc puisse confirmer les propos de certains esclaves rebelles. Je pense que c'est un passage historique qui est en train de se dérouler là, parce que c'est la première fois qu'un régime occidental attaque aussi frontalement un autre pays sur la question du néocolonialisme français. Dire cela ne signifie pas que nous sommes stupides et aveugles et que nous pensons que l'Italie est un pays parfait, qui est un pays amoureux de l'Afrique, etc. Personne n'est naïf dessus. La politique, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des intérêts. Normalement, ça aurait dû être nos dirigeants africains qui auraient dû prendre cette responsabilité. Nous menons ce combat politique depuis un certain nombre d'années. J'ai été mis en prison à plusieurs reprises pour cela. J'ai été interdit, et je suis interdit de rentrer au moment où je vous parle, dans 3 pays minimum en Afrique francophone à cause de ma dénonciation de la France-Afrique et du franc CFA. Là où un certain nombre de gens dans la population, on va dire une masse critique qui nous soutient ardemment, et bien de l'autre côté, les élites sont dans une démarche de cécité, pour ne pas dire d'absurdité et d'aveuglement, de silence sur le combat politique que nous menons. Et donc, partant du principe que nos élites africaines n'ont pas joué leur rôle, et bien dans une dynamique de diplomatie et de géopolitique pure, nous nous sommes rapprochés de ceux qui nous paraissaient être dans une ligne anti-système qui n'était ni dans le néolibéralisme, ni dans la xénophobie puérile. Et en frappant sur ce juste milieu, nous nous sommes rapprochés donc du mouvement 5 étoiles, qui est une structure qui a été fondée par Beppe Grillo, qui est un anti-impérialiste italien, un humoriste, antisioniste et anti-impérialiste, qui, même s'il est à la retraite aujourd'hui, a légué un mouvement solide, peuplé de jeunes hommes et femmes, qui sont profondément anti-impérialistes. Ça ne veut pas dire que nous sommes d'accord sur tout, mais qui ont compris la nécessité donc de creuser sur cette question des racines donc de l'immigration. Le Royaume-Uni va financer le déploiement d'équipements de surveillance en France dans le cadre d'un accord de coopération signé entre Paris et Londres. L'objectif est de renforcer la lutte contre les traversées clandestines de la Manche. C'est la trouvaille contre les migrations clandestines. L'accord signé souligne que les migrants qui envisagent de traverser illégalement la Manche à bord d'une petite embarcation ne doivent en aucun cas douter du fait que la France et le Royaume-Uni sont déterminés à empêcher cette traversée. Le texte prévoit également un renforcement de la coopération pour démanteler les filières de passeurs et prévenir les départs de migrants vers l'Angleterre. Cette initiative s'inscrit dans la continuité du plan Action lancé début janvier par Paris pour dissuader les migrants, toujours plus nombreux, de tenter de franchir la Manche sur des embarcations de fortune. Selon Paris, soit 11 tentatives de traversée irrégulière d'embarcations ont été recensées en 2018, dont 40 ont réussi, permettant à 276 migrants, essentiellement iraniens, d'atteindre les côtes britanniques. Londres avait de son côté chiffré à 539 le nombre de migrants ayant fait des tentatives de traversée l'an dernier, dont 80% au dernier trimestre et 230 pour le seul mois de décembre.